on va continuer et on reprendra tout à l'heure le débat à nous tous. Merci à vous. Marjorie Klein, alors j'allais dire que vous êtes sur le final hein, de la chaîne AgroAli, puisque là on est dans la restauration, pardon, je sors, on ne mange ni les fers ni les chevaux pour l'instant, hein, quelle que soit leur vertu par ailleurs. Et donc vous êtes coordinatrice santé, sécurité, vie au travail, et vous vous occupez aussi globalement de qualité. Et donc, je dirais que la culture sécurité, vous êtes quasiment tombé dedans, parce que je crois que vous avez fait votre mémoire de maîtrise et le master sur le sujet. Voilà, vous aussi, est-ce que vous pouvez à la fois nous expliquer, parce que c'est vrai, quand on voit un groupe, tout de suite on voit un groupe, donc on dit on voit un site, et en fait c'est complètement idiot, parce que c'est totalement multisite, un peu ce qu'est l'activité du groupe et de vos équipiers. Merci, bonjour à tous. Donc, on est effectivement prestataire de restauration collective. On assure cette prestation chez nos clients, donc sur des sites qui ne nous appartiennent pas et qui sont donc déportés. On a des sites qui sont répartis en France dans différents marchés, que ce soit dans les cantines scolaires, les entreprises, les hôpitaux, et on a aussi des cuisines centrales, donc qui effectuent des plus grosses prestations livrées chez des clients. Notre principale préoccupation, c'est de faire avec les locaux et les équipements du client, puisqu'on dépend de ça. Et donc, on a des contraintes qui sont liées en termes de structure sur les aménagements qui nous sont possibles de faire. Ça, c'est un premier concept à bien capter, parce que c'est une contrainte réellement importante chez nous. Ensuite, vous avez forcément les contraintes liées au contrat et les contraintes d'hygiène, de respect de sécurité alimentaire pour nos clients. Fort de ça, la restauration collective, ça reste quand même un métier qui est quand même si on a eu des évolutions techniques extrêmement manuelles, avec des gestes répétitifs et des ports de charge. Donc, on a des TMS qui sont essentiellement liés à la chaîne du bras et du dos. Donc, on a canal carpien, épicondylite, problème de coiffe des rotateurs, sont des choses qui interviennent régulièrement chez nous. Et donc, l'idée, ça a été de trouver des dispositifs pour aider les collaborateurs à être maintenus dans l'emploi et garder nos compétences. Parce qu'on avait des salariés qui avaient vraiment envie de continuer aussi leur job, mais on voyait bien qu'il y avait des problématiques de maladies qui étaient très impactantes personnellement. Fort de ça, on a sélectionné tout un type de dispositifs adaptés. Mais on a réfléchi aussi à ce que dispositif ne soit pas le seul intérêt dans notre aménagement de poste, et à monter une étude complète centrée aussi sur l'ergonomie plus large du collaborateur, avec une prise en charge psychologique aussi du collaborateur et de l'impact que peut avoir sur le collaborateur le port d'un tel dispositif, que ce soit dans l'équipe ou dans la réception du client, parce que lorsque vous servez un convive avec ce type de dispositif, il faut aussi que la personne soit prête à recevoir et à échanger sur le sujet. Donc, l'interaction ergonomique complète est réellement importante à prendre en considération pour la réussite de l'intégration du dispositif, quel qu'il soit. Ce qu'on voit bien, merci Marjorie, ce qu'on voit bien dans ce que vous dites, c'est que vous avez effectivement, je dirais, finalement comme tout employeur, hein, aussi à la fois à fidéliser, à conserver et à positiver vos équipes. Comment ça a été reçu Comment ont été reçues globalement ces démarches? Parce que j'imagine que c'était intégré à d'autres types de démarches de sécurité. Comment en sont venus les différents équipiers? Peut-être en prenant un exemple d'entité ou autre, parce que j'imagine qu'effectivement, des gens qui sont dans des structures où vous déléguez 40 personnes, c'est pas complètement la même chose que celle où vous en avez 2, 3. Si vous pouvez nous expliquer un petit peu. Alors, on a la chance d'avoir chez nous un beau service de maintien à l'emploi, diversité, handicap, avec lequel on collabore. Nous, on a les premiers échanges avec l'interlocuteur, le collaborateur qui va recevoir le dispositif, et on aborde la question avec lui. Sur ce qu'il est capable de vouloir intégrer, sur comment il envisage la poursuite de son travail chez Elior. C'est vraiment réellement important de tenir compte de sa volonté, de son désir, en prenant en charge donc tout cet aspect-là. C'est déjà une première acceptation de l'évolution de poste et de l'adaptation du poste et du succès de la mise en place du dispositif. Donc, on a des services dédiés et on intervient avec nos services diversité handicap qui vont, eux, prendre le relais
parfois il faut faire une qualification RQTH, il faut aider les gens à percevoir justement qu'une qualification RQTH, c'est pas dramatique en soi, que ça peut être un bon outil, une bonne aide psychologique aussi. Et voilà, là, ça aide au niveau de l'acceptation psychologique au sein de l'équipe aussi, puisque ces équipes-là sensibilisent les collègues à que ce ne soit pas un jeu, que ça puisse être un outil de maintien dans l'emploi de la compétence de leurs collègues. Si, merci Marjorie. Effectivement, je vais vous demander si vous pouvez compléter, puis aussi avec le contraste finalement des différentes structures que vous avez. Moi, j'aime ce que vous dites là est tout à fait important, c'est que c'est une autre mode d'entrée, j'allais dire, je parle des plus grandes structures hein, dans le choix de ce type de solution. C'est non seulement bien sûr pour aider à développer finalement à maintenir une efficacité, j'allais dire productive ou autre, mais c'est aussi de rentrer par la réintégration ou le maintien dans l'emploi. On a été amené dans les UX forums précédents à systématiquement regarder ce type d'entrée, et notamment par des structures qui, je dirais, ont en commun avec vous de ne pas avoir de site propre. C'est-à-dire que par principe, les gens, et c'est de plus en plus fréquemment le cas, interviennent chez des clients et donc dont ils maîtrisent pas l'environnement, j'allais dire d'aucun cas, ni organisationnel, pas vraiment, et encore moins physique et autres. Et où là, on voit effectivement que cette question-là de favoriser ou la réinsertion ou le maintien dans l'emploi de gens qui ont été cassés ou presque cassés, qui sont à réintégrer, est une grande aide, mais avec ce que vous dites aussi un facteur humain tout à fait important. Anaïs, à vous de compléter si vous voulez bien, et puis après on va riper de table ronde, si on peut dire. Moi, je vais compléter juste sur la partie grand groupe et petites entreprises. La différence, c'est que dans ces grands groupes où effectivement il peut y avoir plusieurs sites qui sont déportés, le rôle dans l'entreprise, c'est d'avoir un interlocuteur qui va aussi relayer le bon message à l'ensemble de la structure. C'est ça qui est plus compliqué. On a moins de relations directes avec l'ensemble des différentes filiales et il faut une personne. Donc chez Lior, c'était Marjorie, à la SNCF, c'était Lionel, qui vont en fait structurer la démarche pour l'ensemble du groupe afin que tout le monde fonctionne de la bonne façon. C'est-à-dire qu'on n'intègre pas un exosquelette sans avoir évalué globalement s'il y avait d'autres solutions. On n'intègre pas l'exosquelette parce que c'est sympa, parce que c'est nouveau. On va d'abord faire une démarche, une analyse globale pour bien intégrer un exosquelette. Et en fait, Marjorie et Lionel ont justement structuré dans ces entreprises une démarche pour que chacun puisse suivre un protocole et que ce soit à chaque fois la bonne démarche, le bon exosquelette pour la bonne tâche, la bonne problématique, qu'elle soit dans le maintien dans l'emploi ou dans la prévention d'une problématique de TMS. Merci à vous. On voit bien la variabilité.